Durant l'été 1982, l'équipe nationale espagnole, fièrement surnommée la Furia Roja, la Fureur Rouge, portait le poids immense des espoirs de millions de supporters. Sous la houlette de José Santamaría, elle réunissait une génération de joueurs talentueux, un mélange de la rigueur du Real Madrid, du panache du FC Barcelone et de l'esprit indomptable des Basques de la Real Sociedad. Bien que leur parcours dans cette compétition ne se soit pas conclu par le prestigieux trophée, mais par une élimination décevante en deuxième phase de groupe, l'image de ces jeunes hommes reste gravée dans la mémoire des supporters. Ils étaient des pionniers, ceux qui ont posé les fondements d'une Espagne moderne et libre. Plus de 40 ans ont passé, et ces jeunes hommes passionnés sont désormais des vieillards aux cheveux gris, chacun avec son propre destin. Certains sont devenus des légendes du coaching, d'autres vivent retirés du monde. Et hélas, certaines étoiles se sont éteintes prématurément, leur vie inachevée. Prenons un moment pour écouter leurs histoires. Luis Arconada, le fier El Pulpo, le gardien solitaire mais indomptable de la Roja. À 27 ans, Arconada n'est pas seulement un gardien de but, mais aussi une véritable icône pour les Basques et le plus grand espoir de l'Espagne. Doté de réflexes fulgurants et d'un style de jeu courageux, il est surnommé El Pulpo, la pieuvre. Lors de la Coupe du Monde de 1982, Arconada fut le joueur le plus inébranlable, disputant l'intégralité des 450 minutes sans faiblir. Sun Image, chaussette blanche remontée sur short noir, devint une icône de style, un symbole d'individualité, de personnalité et du héros solitaire dans les buts. Après le tournoi à domicile, la carrière d'Arconada est restée étroitement liée à la Real Sociedad, où il a incarné la fidélité à son club. Malgré une erreur fatale lors de la finale de l'Euro 1984 contre la France, il est demeuré une légende vivante dans sa ville natale de Saint-Sébastien. Arconada a pris sa retraite du football en 1989 et a choisi une vie loin des projecteurs. Il n'a pas entraîné, n'est pas apparu à la télévision comme commentateur, mais s'est concentré sur la gestion de ses entreprises et a profité d'une vie paisible en famille. Il protégeait si bien sa vie privée qu'il était rarement vu en public. Le lien entre Arconada sur et en dehors du terrain résidait dans une constance d'une détermination sans faille. Sur le terrain, il était taciturne, réservé et résolu. And dehors, il était calme, humble et loyal. Peu importe le tumulte du monde du football, Arconada restait là, silencieux comme un phare en mer. Aujourd'hui, à la fin de sa vie, Luis Arconada vit toujours à Saint-Sébastien et apparaît parfois dans les tribunes d'Anoeta pour encourager son équipe de cœur. Son plus grand héritage n'est pas seulement ses arrêts, mais aussi l'hymne No pasa nada. Tenemos a Arconada, tout va bien. Arconada est là, qui continue de résonner. José Antonio Camacho, un guerrier au cœur de feu, qui embrase le flanc gauche de chaque adversaire à chacune de ses courses. Si Arconada incarne le calme, Camacho, à 27 ans, est la bête noire de tous ses adversaires, évoluant au poste d'arrière gauche. Il est l'incarnation même de l'esprit de la garra. Se battre jusqu'au bout, ne jamais baisser les bras. Lors de la Coupe du Monde de 1982, Camacho était une machine infatigable, prêt à se jeter dans la moindre zone dangereuse. Son maillot trempé de sueur et son visage rougeoyant, témoin de ses efforts inlassables, devinrent le symbole du dévouement de l'équipe nationale espagnole cette année-là. Après 1982, la carrière de Camacho a connu un brillant avenir au Real Madrid, avec de nombreux titres de champion d'Espagne et de Coupe UEFA. Mais le tournant décisif est survenu après sa retraite. Camacho est devenu un entraîneur charismatique. Il a mené l'équipe nationale espagnole à une performance remarquable lors de la Coupe du Monde 2002, puis a entraîné le Benfica au Portugal, et même jusqu'en Chine. L'image de Camacho sur le banc de touche, en sueur, gesticulant et criant avec une passion ardente, est tout aussi intense que lorsqu'il était joueur sur le terrain. En dehors des terrains, c'est un homme franc et honnête qui n'a jamais caché ses émotions. Il semble n'y avoir aucune différence entre Camacho le joueur et Camacho dans la vie de tous les jours. Il vit et respire football avec une intensité extrême. Qu'il gagne ou qu'il perde, il l'affronte toujours avec la fierté d'un combattant. Aujourd'hui, Camacho apparaît fréquemment comme commentateur sportif à la télévision. Sa voix rauque et passionnée, ainsi que son analyse pointue, permettent toujours aux supporters de ressentir la passion intacte qui anime ce vétéran. Rafael Gordillo,
un ouragan qui balayait le flanc gauche, un joueur qui faisait trembler toutes les ailes à chacune de ses courses. Avec Camacho, il formait un duo d'ailier gauche redoutable pour l'Espagne. À 25 ans, il imposait un style de jeu fluide et typiquement andalou. La caractéristique la plus marquante de Gordillo était son habitude de baisser ses chaussettes, dévoilant ainsi ses jambes puissantes et nues et ses accélérations fulgurantes. Il n'était pas qu'un simple défenseur, c'était une force offensive moderne et visionnaire, un ailier complet et explosif. Après la Coupe du Monde, 1982, Gordillo rejoint le Real Madrid et intègre la légendaire génération de la Quinta del Buitre, remportant 5 titres consécutifs de champion d'Espagne. Cependant, son cœur est toujours resté fidèle au Real Betis, où il est retourné pour terminer sa carrière et a été honoré comme le plus grand joueur de l'histoire du club. La vie personnelle de Gordillo était aussi joyeuse et pleine de rire que son style de jeu. Il était connu pour être sociable, drôle et aimé de tous les supporters, y compris de ses adversaires, pour son fair play sur le terrain. L'esprit libre qui régnait sur le terrain imprégnait naturellement sa vie. Gordillo n'était pas calculateur. Il jouait au football et vivait pour le pur plaisir. Après sa retraite, il a été président du Real Betis et occupe actuellement le poste de directeur des relations extérieures du club. À plus de 60 ans, l'ancien Tornade est devenu un homme raffiné, toujours souriant, qui continue de se dévouer corps et âme à l'équipe qu'il aime plus que tout. Miguel Ángel Alonso, Perico, qui a laissé une empreinte indélébile, aussi durable que le pouls discret du milieu de terrain. Au cœur du milieu de terrain espagnol cette année-là, Alonso, âge de 29 ans, était le poumon de l'équipe, courant sans relâche pour récupérer le ballon et lancer les attaques. Par son assiduité, sa discipline et son sens tactique aiguisé, il est devenu le tremplin qui a permis aux stars offensives de briller. Perico était un joueur discret mais irremplaçable. Un héros méconnu au sein d'une équipe regorgeant de grands noms. La carrière de Perico Alonso a culminé avec 2 titres de champion d'Espagne avec la Real Sociedad avant son départ pour Barcelone. Mais le plus beau but de sa vie ne s'est peut-être pas réalisé sur le terrain. Il a élevé ses enfants exceptionnels, dont Xabi Alonso, qui deviendra plus tard une légende du football mondial. Après sa retraite de joueur, Perico s'est lancé dans une carrière d'entraîneur, travaillant principalement avec des équipes de moindre envergure ou comme entraîneur adjoint. Il a choisi de se mettre en retrait pour suivre et soutenir les brillantes carrières de ses enfants. Perico Alonso incarnait l'idéal du père de famille, un homme qui a posé des bases solides pour les générations futures. Son sérieux et son approche scientifique du football ont été pleinement transmis. Aujourd'hui, il mène une vie paisible et heureuse, voyant son héritage footballistique se perpétuer et atteindre de nouveaux sommets sur le banc de touche aux côtés de son fils Xabi. Une vie simple et épanouissante, celle d'un père exceptionnel. Juanito, le génie explosif et la figure tragique du légendaire numéro 7, qui captivait tous les regards à chaque touche de balle. Évoquer la Coupe du Monde Espagne 1982 sans mentionner Juan Gómez González, alias Juanito, serait une grave erreur. À 27 ans, l'attaquant numéro 7 du Real Madrid incarnait un mélange de talent inné et d'arrogance imprévisible. Avec sa technique éblouissante et son pied droit hypnotisant, Juanito pouvait électriser le stade par des buts spectaculaires, mais il pouvait aussi facilement perdre son sang-froid dans les moments les plus tendus, ce qui lui valait des cartons rouges. Il était El Genio, le joueur le plus aimé, mais aussi le plus controversé. Son but contre la Yougoslavie lors de ce tournoi illustre parfaitement le génie de Juanito. Passionné, fougueux et empreint d'un talent naturel. La carrière de Juanito fut un tango tragique. Il remporta d'innombrables titres avec le Real Madrid, mais dut quitter le club après l'incident du coup de pied au visage de Lothar Matthäus en Ligue des Champions. Il rejoignit ensuite Malaga et contribua à la montée du club, devenant un héros national en Andalousie. Après sa retraite de joueur, Juanito se lance dans une carrière d'entraîneur, animé par le désir ardent de prouver sa maturité. Il mena Mérida à des performances impressionnantes et s'affirme comme un stratège de talent. On découvre un Juanito plus posé, plus mûr, qui s'efforce de reconstruire sa vie après les excès de sa jeunesse. Cependant, le destin cruel ne lui permet pas d'achever ses rêves.
Dans la nuit du 2 avril 1992, après avoir assisté à un match du Real Madrid au Bernabéu, sur le chemin du retour vers Mérida, la voiture de Juanito fut impliquée dans un terrible accident avec un camion. Juanito mourut sur le coup, endormi sur le siège passager, à l'âge de 37 ans. Sa mort soudaine bouleversa toute l'Espagne. Aujourd'hui encore, au Bernabéu, toutes les 7 minutes, les supporters scandent « Illa, 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 Juanito Maravilla, Juanito le Magnifique » en sa mémoire. Son héritage témoigne d'un talent exceptionnel, mais trop bref, d'une flamme qui brûla avec une telle intensité qu'elle s'éteignit dans un immense regret. Kini, le magicien de la surface de réparation, l'homme qui a forgé son propre destin. L'un des noms qui a le plus enflammé l'attaque espagnole cette année-là était celui d'Enrique Castro González, alias Queenie. À 32 ans, il abordait la Coupe du Monde, 1982 en vétéran aguerri et redoutable finisseur, quintuple vainqueur du trophée Pichichi, récompensant le meilleur buteur de la Liga. Mais ce qui a valu à Kini l'admiration du monde entier, ce ne sont pas seulement ses buts, mais aussi son extraordinaire résilience. Un an seulement avant le tournoi, il a été kidnappé et retenu captif pendant 25 jours, un événement qui a bouleversé le monde. Pourtant, Queenie est revenu plus fort, plus déterminé, et a continué à marquer comme si aucune tragédie ne l'avait jamais abattu. Après la Coupe du Monde, Kini a continué à jouer pour Barcelone avant de retourner dans son ancien club, le Sporting Gijón, où il a pris sa retraite à 38 ans. Sa vie a été entièrement consacrée au football, et il a été un véritable ambassadeur pour le Sporting Gijón. Kini était aimé pour sa douceur, sa gentillesse et sa générosité. Il a même pardonné à ceux qui l'avaient kidnappé. Il était un symbole de bonté dans le monde parfois impitoyable du football, un magicien, El Brujo, qui possédait non seulement la magie sur le terrain, mais aussi celle de conquérir les cœurs grâce à son sourire chaleureux. Après les épreuves terribles qu'il avait traversées, Kini semblait enfin pouvoir profiter d'une retraite paisible. Pourtant, un soir de février 2018, alors qu'il marchait près de chez lui à Dijon, il décéda subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 68 ans. Sa disparition plongea le football espagnol dans une immense tristesse. Le stade El Molinón du Sporting Gijón fut rebaptisé El Molinón Enrique Castro Kini, en hommage à son illustre enfant. Jesús María Zamora, l'architecte des rêves, le chef d'orchestre magistral qui transformait chaque passe en or. Zamora, joueur de la Real Sociedad, est incontournable lorsqu'on évoque la Coupe du Monde Espagne 1982. À 27 ans, il était le cerveau du jeu, contrôlant le tempo et reliant toutes les lignes par des passes d'une précision chirurgicale. Le but marqué contre l'Allemagne de l'Ouest au deuxième tour, bien qu'insuffisant pour qualifier son équipe, restait une frappe spectaculaire, confirmant le talent d'un milieu de terrain européen de haut niveau à cette époque. Après le tournoi, Zamora demeura l'âme de la Real Sociedad durant l'âge d'or du club. Joueur fidèle, il consacra l'intégralité de sa carrière au sein de l'équipe basque. Après sa retraite, Zamora entraîna, dirigeant d'abord le Rayo Vallecano, puis la Real Sociedad, mais sans être particulièrement attiré par le prestige du métier. Il préféra une vie discrète, loin des polémiques médiatiques. Le calme et la sagesse de Zamora sur le terrain reflétaient parfaitement sa véritable personnalité en dehors. C'était un intellectuel du football, un homme qui réfléchissait toujours avant d'agir. Aujourd'hui, Zamora coule des jours paisibles dans sa ville natale, respecté par ses habitants comme une légende vivante. Il est la preuve que la grandeur ne se manifeste pas toujours de façon ostentatoire, mais réside dans la persévérance et une loyauté sans faille. Santillana, le faucon, capable de planer dans les airs, l'homme qui a fait des duels aériens sa marque de fabrique. Carlos Alonso González, dit Santillana, lors de la Coupe du Monde 1982, malgré seulement 2 matchs joués et aucun but marqué, à 29 ans, il était déjà une légende vivante du Real Madrid. Ce qui distingue Santillana, c'est son incroyable capacité à planer dans les airs. Malgré sa taille modeste d'environ 1,8 mètres, son extraordinaire détente fait de lui le roi des duels aériens. À chaque saut, le temps semble suspendu, Santillana attendant la balle, prêt à frapper au but, laissant même les défenseurs les plus grands impuissants.
quittant le Real Madrid à l'été 1982. Santillana continua de s'y consacrer pleinement jusqu'en 1988, remportant au total 9 titres de champion d'Espagne. Curieusement, immédiatement après sa retraite de joueur, il choisit une voie radicalement différente de celle de la plupart de ses collègues. Au lieu de devenir entraîneur, il se lança dans les affaires. Il devint un représentant de haut niveau pour la marque de sport Reebok en Espagne, mettant à profit son intelligence et sa réputation pour s'imposer dans le monde des affaires. La transformation de Santillana, d'attaquant redoutable à homme d'affaires avisé, témoigne de son adaptabilité. Sur le terrain, il savait se positionner à la perfection pour marquer, et on dehors, il savait saisir l'opportunité pour changer de statut. Aujourd'hui, Santillana mène une vie confortable et discrète à Madrid. Il apparaît occasionnellement dans les médias, non pas pour analyser des tactiques, mais en témoin historique, un homme accompli qui conserve l'intégrité d'une grande star et qui apprécie sa propre valeur loin des projecteurs. José Ramón Alexanco, Talo, l'architecte des rêves au cœur de la défense. Aux côtés du jeune Tendillo, Alexanco, âge de 26 ans et qui a disputé les 5 matchs de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 1982, incarnait le calme et l'autorité. Originaire du Pays Basque, devenu une légende du FC Barcelone, il alliait la robustesse du Nord à une approche moderne du football. Alexanco n'était pas seulement un milieu défensif, mais aussi un véritable meneur de jeu depuis l'arrière. Un style qui deviendra plus tard la marque de fabrique de l'Académie de la Masia. La carrière d'Alexanco atteignit son apogée en 1992, lorsqu'il mena le FC Barcelone à sa toute première victoire en Ligue des Champions à Wembley. Après sa retraite, il devint une figure emblématique du football de jeunes. Il dirigea la prestigieuse Académie de la Masia, puis occupa les postes de directeur sportif à Valence et au FC Barcelone. Véritable artisan du développement de nombreux jeunes talents, il posa discrètement les fondements de futurs empires du football. Il existe une similitude frappante entre le rôle d'Alexanco en tant que défenseur central et son rôle d'entraîneur. Les deux exigent une vision globale, du sang-froid et un leadership affirmé. Il n'appréciait guère l'agitation du banc de touche, préférant le rôle discret d'architecte. Aujourd'hui, Alexanco se consacre pleinement à l'entraînement de football, menant une vie active et riche de sens et continuant d'apporter son expertise au sport à sa manière. Roberto López Ufarte, le petit diable au sourire artistique, qui transformait chaque dribble en spectacle. D'origine marocaine, Ufarte apporta une touche artistique à l'équipe d'Espagne de 1982. À 24 ans, l'ailier gauche de la Real Sociedad était surnommé le Petit Diable. Grâce à son pied gauche astucieux et à ses dribbles éblouissants, il a inscrit le premier but de l'Espagne dans ce tournoi. Ufarte ne mise pas sur la force brute, mais sur la technique, la ruse et l'inspiration, devenant un véritable cauchemar pour tous les latéraux. Après avoir connu la gloire avec la Real Sociedad, 2 titres de champion d'Espagne, et la Coupe du Roi avec l'Atlético de Madrid, Ufarte a pris sa retraite et a poursuivi sa carrière d'entraîneur. Cependant, ce dont on se souvient surtout de lui, c'est de sa personnalité joyeuse et optimiste. Il est l'un des rares joueurs à avoir été aimé par la plupart des supporters adverses grâce à son style de jeu élégant et à sa gentillesse. Dans la vie, Ufarte est un homme de famille et de communauté. Il participe régulièrement à des matchs de charité et à des actions sociales à Saint-Sébastien. Sans grande déclaration ni ambition de pouvoir, Ufarte se contente d'être une source d'inspiration pour la jeune génération. À 60 ans, le petit diable d'antan conserve son agilité et son sourire radieux, menant une vie paisible au bord de la mer, où il est toujours considéré comme l'un des plus grands artistes du football basque. Jesús María Satrústegui, le désespoir d'un héros inachevé. Un avant-centre classique capable de résister aux défenseurs et doté d'une finition chirurgicale. Associé à Ufarte en attaque, Satrústegui, l'attaquant vedette de la Real Sociedad, était à 28 ans un véritable fer de lance percutant, créant des espaces pour ses coéquipiers. L'entente entre Luis Zamora et Ufarte a été essentielle au succès du club et à l'espoir de l'équipe nationale espagnole lors de la Coupe du Monde de 1982, même si le sort de l'équipe n'était pas entièrement scellé. Cependant, le destin fut cruel envers Satrústegui, quelques mois seulement après la Coupe du Monde, en novembre 1982. Une terrible blessure au genou, rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque, lors d'un match contre le Real Saragosse, mit un terme brutal à sa carrière prometteuse.
Malgré ses efforts pour revenir après près de 2 ans de traitement, il ne retrouva jamais son niveau d'antan et dut prendre sa retraite prématurément en 1986. Ce fut une véritable tragédie de voir un buteur aussi redoutable, au sommet de sa gloire, privé de son arme. Quittant le terrain de football en larmes, Satrústegui trouva la paix dans un tout autre lieu, les vignes. Il retourna dans sa ville natale, loin du tumulte du football, et se consacra à son exploitation viticole. La tranquillité des vignes pansa les blessures de l'ancien guerrier. Aujourd'hui, Satrústegui vit reclus, se faisant rare dans les médias. Il trouve la joie dans un travail simple, pouvant ainsi que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours, pourvu qu'on ait le courage de surmonter la douleur. En 1982, Miguel Tendillo était le plus jeune joueur de l'équipe nationale espagnole. À seulement 21 ans, il s'était déjà imposé comme titulaire en défense centrale, disputant les 5 matchs de la saison régulière. Tendillo était réputé pour son calme et sa maturité exceptionnelle, ainsi que pour son excellente lecture du jeu. Il est devenu un héros pour Valence en inscrivant le but décisif contre le Real Madrid lors de la dernière journée de la saison 1980-2000-1983. Un but qui a non seulement sauvé Valence de la relégation, mais a également privé son rival du titre de champion. La carrière de Tendillo s'est ensuite déroulée au Real Madrid, puis au Real Burgos, mais son cœur est toujours resté fidèle au Stade Mestalla. Il fut l'un des défenseurs les plus élégants de l'histoire du football espagnol, recourant rarement aux fautes brutales. Après sa retraite, Tendillo a dû faire face à d'importantes difficultés de santé et familiales, mais il les a toujours affrontées avec la même force de caractère qu'il déployait sur le terrain. Actuellement, Tendillo est ambassadeur de Valence CF. Il consacre la majeure partie de son temps aux équipes de jeunes et représente le club lors d'événements. Son image de joueur poli et attentionné envers les supporters est devenue un symbole exemplaire. Il a vécu la vie d'une légende respectée, ayant dédié ses plus belles années à son équipe nationale et à son club formateur. Enrique Saura, l'humble capitaine de Castellón, a marqué l'histoire d'un geste décisif. À 27 ans, Saura, alors capitaine de Valence, était un joueur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien au milieu de terrain qu'en pointe. Il ne possédait ni la technique exceptionnelle du Farte, ni la puissance de Satrústegui, mais sa passion et son inlassable travail lui ont permis de briller. Le but décisif qui a offert à l'Espagne la victoire 2-1 face à la Yougoslavie en phase de groupe de la Coupe du Monde 1982 reste le moment le plus glorieux de sa carrière, faisant de Saura une figure inoubliable de l'histoire du football espagnol. Mais ce qui est le plus admirable chez Saura, c'est la façon dont il a abordé sa vie après le football. Contrairement à beaucoup de stars qui choisissent de rester dans les grandes villes, Saura a décidé de retourner dans sa ville natale d'Honda, une petite ville de la province de Castellón. Il s'est complètement retiré du monde du football professionnel pour reprendre l'entreprise familiale de céramique, un artisanat traditionnel de la région. Il a refusé de nombreuses offres d'entraîneurs afin de rester proche de sa famille et de ses voisins. Saura incarne une simplicité étonnante. L'ancien capitaine de l'équipe nationale est aujourd'hui un sympathique propriétaire de boutique de poterie, toujours prêt à discuter de tout avec ses clients, sauf de football, à moins qu'il ne pose la question. À 70 ans, Saura savoure les plaisirs simples de la vieillesse dans une sérénité absolue. Pour lui, la gloire passée n'est plus qu'un beau souvenir, mais c'est sa vie actuelle avec sa femme, ses enfants et ses voisins qui comptent vraiment. Une fin parfaite pour le héros discret d'antan.